Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Ben pour un nouveau podcast. Ben, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien et merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est Benjamin, j'ai 24 ans. Du coup, j'ai monté Deep, donc une agence no-code où je fais de l'intégration d'outils métiers pour les entreprises, globalement. Ok, donc c'est ça pour l'instant ton activité principale. Ouais, exactement. Mon activité principale, en gros, en vrai, j'en ai un peu deux. Ça va être à la fois la construction d'outils SaaS, du coup, avec notre incubateur, du coup, et l'intégration d'outils métiers. L'activité qui me rémunère le plus actuellement, c'est l'intégration d'outils pour les entreprises. Mais voilà, en gros, mes deux activités, quoi. Ok. Là, pour lancer un nouveau projet, quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action? Quels sont les outils ou bien la technologie que tu utilises? Ouais, alors en gros, pour lancer un projet, on va utiliser plusieurs phases et plusieurs outils. On va d'abord commencer par réfléchir sur un Whimsical. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que j'utilise Whimsical ou Miro qui me permettent en gros de poser mes idées à plat parce que je commence toujours par un dessin, un Malvé en général qui est catastrophique mais représentatif de ce que je veux faire. Et du coup, en gros, ouais, c'est ça. Je vais poser en fait tout le workflow de ce que je veux faire. Donc vraiment la cible en gros que je veux atteindre. Et après, je vais la segmenter. Donc en gros, ça va être un process global, tous les personas types que je veux voir rentrer dans ce process-là. Et après, tout ça segmenté en petits workflows qui me permettent justement de détecter en fait des problématiques un peu en avant ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, on passe sur un benchmark d'outils. Donc en général, tu as le positionnement rapide sur MVP avec par exemple des outils comme Adalo, Bubble qui permettent de faire des MVP très rapidement et de gamberger dessus, quoi. Mais en gros, voilà les deux types d'outils que j'utilise pour lancer un produit. Ok. Mais comment est-ce que tu trouves cette opportunité sur le marché? Alors en gros, ça vient beaucoup de mon fonctionnement de base. Moi, je bosse déjà avec des boîtes B2B en inbound qui arrivent avec des problématiques en règle générale. Donc voilà, on utilise ça, on sait que c'est pas optimisé, on sait que c'est pas automatisé, etc. Et bah du coup, est-ce que tu as des solutions pour ça? Donc en fait, j'ai ce truc-là qui arrive déjà de mon côté, sur lequel je peux réfléchir. Donc soit en gros, c'est de l'outil métier, et à ce moment-là, on va faire vraiment un truc très précis. Soit je vois que c'est une problématique qui est généraliste, et à ce moment-là, on en fait un petit SaaS, tu vois. La deuxième chose, c'est que tout simplement, moi, en fait, en utilisant des outils, tous les jours au quotidien, je rencontre des problèmes, je rencontre des problématiques. Et en fait, pour moi, une problématique, il faut que je trouve la solution derrière. Du coup, voilà, en gros, voilà comment je réfléchis, quoi. Ok, ok. Donc là, comment est-ce que tu comptes valider cette idée sur le marché? Quels sont les KPIs ou bien euh, les choses qui te permettent de mesurer son potentiel de succès? Ouais, bah alors en gros, il y a deux choses qui sont à prendre en compte. Déjà, quand j'ai une idée, j'en parle à mon associé. Lui, il a la vision marketing et stratégique. Moi, j'ai la vision technique et opérationnelle. Si on valide tous les deux l'idée, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose à faire déjà. Ensuite, entre guillemets, si j'ai une demande du marché, ça veut dire que potentiellement, il y en a plusieurs. Donc, j'ai déjà, entre guillemets, une prévalidation de mon marché. La chose qu'il faut regarder, en fait, c'est très simple, c'est comment tu peux répliquer ton process et la volumétrie que tu peux aller chercher. S'il y a un marché où il y a une grosse volumétrie, tu fais une petite prospection, par exemple, tu sais déjà que tu vas toucher pratiquement tout le monde en B2B, tu vois. Donc, en fait, ta volumétrie elle est déjà activée. Tu sais que tu n'es pas vraiment niché, mais qu'en même temps, il y a un besoin, donc ça peut passer. Si tu es sur quelque chose de plus niché, il va falloir que tu ailles chercher plutôt, en gros, des KPI qui sont en fait basiques, les recherches sur Google, est-ce que les outils existent déjà, comment elles se sont développées. Tu vois, tu prends un exemple, en fait, c'est pas très grave, on réinvente jamais vraiment la roue, donc en fait, tu peux aller chercher des exemples et t'en inspirer et essayer de voir si oui ou non ça a marché, et surtout quand ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, tu vois. C'est ces KPI-là qui vont te dire que, tu vois, s'il n'y a pas de rétention, c'est soit parce que c'est pas le produit, soit parce que c'est pas le bon timing ou le bon outil, tu vois. Donc en fait, tu vas aller voir, voilà, faut s'inspirer un peu de ce qui existe déjà, s'inspirer de ce que tu as comme information déjà disponible sur un marché, quoi. Mhm. Et quelles sont les étapes à suivre pour rentrer dans ce monde? Alors, les étapes à suivre, déjà, c'est de se former énormément aux outils qui existent. C'est super important. C'est même peut-être la base de tout. Il faut avoir une connaissance approfondie des outils, de tous les outils, pour pouvoir répondre à toutes les problématiques. Ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut avoir une vision très produit, une vision de ce que les gens attendent. Donc, vraiment product design et d'avoir cette petite formation, entre guillemets, de dire, bah ouais, ok,
cette feature-là, avec cette feature-là, ça peut matcher, etc. C'est des réflexes qu'il faut avoir, des réflexes de base, tu vois, que tu as avec l'expérience, qui font qu'en fait, tu vas réussir à pouvoir lancer des produits rapidement, tu vas réussir à pouvoir générer un outil qui est utilisable dès le départ et avoir cette connaissance de process. Le process, il est vraiment super important, donc tu as toutes les méthodologies que j'aime pas forcément, mais qui sont vraiment utiles quand même, les méthodologies agiles, etc., qui te permettent en gros de segmenter correctement un projet et d'avancer beaucoup plus vite, tu vois. On parle entre guillemets de projet à échelle, bah, c'est vraiment le cas en fait. Chaque barreau est une étape et en fait, si tu augmentes le nombre de barreaux, tu diminues ton temps de friction toi-même, tu vois. Donc voilà un peu tout ce qu'il faut connaître entre guillemets avant de se lancer là-dessus. Sachant qu'en vrai, tout le monde peut faire du SaaS. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. La seule barrière à l'entrée, ça va être la techno. Si tu es sur full dev et que tu n'es pas un dev, bah ouais, forcément, mon pote, ça va être dur pour toi, tu vois. Mais entre guillemets, en dehors de ça, maintenant, il y a tellement d'outils no-code. En vrai, il suffit d'un peu de volonté et de s'y connaître un peu et d'aller chercher sur YouTube. Et tu y arrives, tu peux lancer un MVP et le commercialiser, quoi. Il n'y a pas trop de Mhm. problème. Mais dans ce cas-là, quelles sont les compétences à apprendre pour ça? Ouais, bah alors là, on arrive sur la partie no-code que je trouve hyper intéressante, moi, tu vois. Genre, j'ai fait toujours de l'intégration no-code depuis le début. C'est vraiment des trucs, maintenant, il y a tellement d'outils qui te permettent de faire tellement de choses super rapidement qu'en fait, c'est devenu un must-have, entre guillemets, tu vois. Donc, en fait, Mhm. là, il faut aller chercher des outils comme aller chercher des compétences sur Adalo, aller chercher des compétences sur Bubble, aller chercher des compétences sur Flutterflow, aller connaître Airtable, tu vois, des trucs Notion. C'est des outils qui sont durs à prendre en main au départ, mais qui sont tellement utiles et tellement puissants en fait à terme que tu pourras launch un MVP super rapidement, que tu pourras te former sur une techno super rapidement, que tu vas déjà commencer à prendre des automatismes. Donc en fait, c'est des outils où tu n'as pas le choix d'y passer parce qu'en fait, tu vas déjà supprimer la partie dev, qui est la partie que tu ne peux pas apprendre en 2 semaines. Tu vois, c'est comme ça, en vrai, on va pas se mentir. C'est un hard skill de zinzin, donc tu es bloqué là-dessus. Mais par contre, tu peux aller chercher du coup des petites compétences comme ça, un peu one shot sur du Adalo, sur du Flutterflow, sur du Bubble, qui vont, elles, te permettre d'avoir rapidement un produit, de pouvoir sortir quelque chose et de pouvoir itérer, tu vois. Et ça, c'est super important. Tu as tout ce process-là qui amène derrière. Et donc, il faut absolument connaître voilà, Adalo. Pour moi, les must c'est Adalo, Airtable, Bubble, Flutterflow et je pourrais Firebase, on va dire. Et là, en gros, tu as les cinq piliers en gros, pour apprendre et faire sortir une application, quoi. Mhm. Et pour les personnes qui se reconnaîtraient en toi, qu'est-ce que tu leur dirais pour passer à l'action? De vraiment se bouger en vrai. Il y a pas de. En vrai, c'est pas. Il y a aucune barrière à l'entrée, tu vois, encore une fois. Il n'y a pas besoin d'être un génie de l'informatique. Et moi, à la base, je suis un sales. Genre, j'ai jamais fait d'application de base, tu vois. Genre, juste, j'ai pas fait de site web, j'ai pas eu de formation en design, j'ai pas eu de formation en outils, je suis pas dev, tu vois. Genre, vraiment, je suis un sales de base, quoi. Je suis du market et du sales, tu vois. Donc, en fait, il faut arrêter de se mettre des barrières mentales en mode j'ai pas les compétences, j'ai pas l'expérience, j'ai pas le machin. En fait, c'est juste que t'as pas envie, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, il y a pas de problématiques qui sont réelles derrière. Les outils sont gratuits. Tu peux t'entraîner sur Adalo gratuitement, tu vois. Tu peux t'entraîner sur Bubble gratuitement. Donc en fait, c'est même pas un problème d'argent là-dedans, tu vois. Donc en fait, maintenant, il faut juste se lancer. Faut pas avoir peur. Il y a des tutos partout sur Internet. Tu as des trucs qui existent partout. Tu as des Twitter il y a des mecs qui font du building public tous les jours dessus. Allez poser des questions. Lancez-vous. Et si vous voulez vraiment faire des applications, des outils SaaS ou juste en apprendre un peu plus, faut juste se lancer un moment, tu vois. Il faut y aller, quoi. C'est tout. Faut se lancer. Et il y a pas de galère, il n'y a pas de problématique derrière. Vous allez voir, les outils sont faciles à prendre en main. Tout est gratuit maintenant, il y a du freemium partout. Il faut y aller, quoi. Mhm. Ouais. Et on va dire que là, la plupart de tes projets fonctionnent bien, mais tu as sûrement eu déjà des projets qui n'ont pas fonctionné. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais si ça échoue ou que ça ne prend pas de la manière dont tu veux? Bah, alors déjà, le truc qui est hyper important, c'est qu'on en revient au process de base, qui était l'itération, tu vois. Et ça, je le dirais assez, mais c'est le process le plus important dans le monde du SaaS et de l'outil, tu vois. Donc, quand un projet ne marche pas, il faut savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché, ça peut venir de plein de choses. Déjà, c'est que si tu as correctement segmenté ton workflow au départ, et c'est là où je dis que c'est important, c'est que tu peux voir à quelle partie ça a merdé, tu vois. Est-ce que est-ce que c'est une mauvaise rétention? Tu vois, il faut apprendre. Il faut vraiment, là, quand ça marche pas, il faut se poser, tu vois. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est la rétention? Est-ce que c'est ton acquisition? Est-ce que c'est ta conversion? Est-ce que c'est l'outil en lui-même? Pourquoi les gens ne restent pas dessus? Pourquoi ils passent pas au forfait supérieur? Pourquoi est-ce que ça n'a pas pris dans ce marché-là ou dans ce marché-là? Et en fait, là, du coup, tu vas aller chercher des petits KPI, entre guillemets, qui vont te dire, bah voilà, genre, il y a des process très simples qui sont, bah, par exemple, tu vois, l'onboarding ne marche pas, c'est en général significatif de la rétention. Les mecs n'ont pas compris vraiment comment ton outil fonctionnait, bah c'est à cause de ça. Donc en fait, si l'outil ne marche pas,
je me remets en question, je me dis, ok, j'ai peut-être merdé là-dessus, j'ai peut-être merdé là-dessus. Ça, c'était peut-être pas comme ça que j'aurais dû le faire, c'est peut-être pas comme ça que ça devait se passer. Donc en fait, mais ça veut pas dire encore une fois, ça veut pas dire que mon outil il était mort, tu vois. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de demande, entre guillemets. S'il a pas marché, en tout cas, s'il a pas marché, mais qu'il a commencé à générer quelque chose, ça veut dire qu'il y avait quand même une demande derrière. J'ai juste merdé mon onboarding, j'ai merdé ma conversion, j'ai merdé ma formation, j'ai merdé autre chose, tu vois. Donc c'est à moi de me remettre en question, de me dire, ok, ça va pas. C'était peut-être pas le bon moment, tu vois. Peut-être que je me suis trompé sur mon time to market aussi, tu vois. Peut-être que en fait, mon outil, dans un mois, il sera meilleur et il va sortir. Donc, remise en question, on repart à zéro, on revoit le process. L'outil devait marcher, pourquoi il n'a pas marché? Et après, on recommence. Si c'est pas maintenant, ce sera quelque chose, ce sera quelque part. Il n'y a pas de mauvais outils, à part l'outil qui ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'outil qui ne fonctionne pas, on sait pourquoi ça n'a pas marché, tu vois. Il ne fonctionne pas. Donc, c'est comme ça. Mais par contre, tu peux aller chercher vraiment. Voilà, ça se trouve, le mois prochain, ça marchera. Le mois d'après, ça marchera. Il y a un million de façons de comprendre et d'enchaîner. Mais il ne faut pas abandonner, tu vois. Moi, j'abandonne jamais un projet. S'il n'a pas marché maintenant, ça veut dire qu'il ne marchera jamais, tu vois. Donc, en fait, je le garde toujours dans un coin de ma tête. Peut-être qu'à un moment, je vais avoir l'idée qui va faire que, ok, c'est à cause de ça que ça a merdé, tu vois. Et bah, go, tu vois, on recommence tout et on repart là-dessus. Mais il faut pas lâcher les projets comme ça. Mhm. Et quand ça commence à prendre, comment est-ce que tu comptes scaler le projet? À partir de quel moment tu peux considérer que là, c'est bon, j'ai réalisé tout ce que j'ai réalisé et je peux maintenant scaler cette partie-là? Ouais, bah, en fait, moi, je prends en compte en général, bah, surtout les verticales de rétention, tu vois. C'est quelqu'un, on va dire que dès le départ, mon projet, quand je le size pour une personne comme pour 1000 personnes, tu vois. Donc, en fait, dès le départ, je suis capable d'accueillir au moins 1000 personnes. Après, ça dépend toujours de l'outil, tu vois. Si on sait qu'il y a un marché potentiel de 250 personnes, bon, bah, je vais pas faire un truc pour 1000 personnes bêtement, tu vois. Mais Mhm. je suis censé sizer quand même pour le maximum dès le départ, parce qu'il y a la règle de qui peut le plus peut le moins. Et en vrai, je trouve que c'est une règle utile. Maintenant, je suis satisfait de mes KPI à partir du moment où j'ai 30% d'abonnement annuel et 70% d'abonnement mensuel. Je me dis qu'en gros, j'ai un très bon seuil pour me poser dessus et être OK sur un petit matelas, tu vois. Et à ce moment-là, du coup, je vais commencer à scale sur les features, scale sur les pricing, scale sur, bah, par exemple, tu vois, un plan qui serait un plan entreprise cas par cas. Et je vais le faire scale comme ça, tu vois. Donc, je vais faire scale à la fois la techno, à la fois l'outil. Je vais commencer à mettre en place des équipes derrière, tu vois. Mais une fois que j'ai cette rétention-là, seulement si j'ai ce petit matelas-là qui me permet en gros d'avancer. Mais d'un coup, on va passer à mettre bah ouais, une équipe de sales derrière, une équipe de market derrière. On va commencer à faire scale, on va mettre en place un gros freemium avec un peu plus d'outils pour créer de l'acquisition supplémentaire. Et on part sur un scaling to the moon, tu vois. Et en gros, ça va être là-dessus. C'est basé sur voilà, ma rétention, les retours clients et les feedbacks, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est le truc le plus important, les feedbacks. Tu vois, si tu n'as pas de bons feedbacks et si tu n'as pas un seuil vraiment satisfaisant de feedback, et quand je te parle, c'est vraiment un truc du genre 90-95% de retours satisfaits, tu vois, et vraiment satisfaits. Donc on est vraiment sur 9 personnes sur 10, tu vois, même plus que ça. Donc, et à partir du moment où j'ai ces feedbacks-là, cette rétention-là, je me dis, OK, le projet, il est 100% validé, c'est le moment de mettre du budget dessus, on réinvestit tout ce qu'on peut dessus, tu vois, en gardant un seuil normal, et on va balancer à mort de features en plus. On va commencer à les choper à soit un marché étranger, parce qu'il ne faut pas du tout se restreindre à la France et à l'Europe. Il y a un marché qui est de zinzin un peu partout, notamment aux États-Unis. Tu vois, les bons SaaS, ils peuvent vraiment prendre là-bas. Donc voilà, faut aller chercher. Genre, une fois que tu as validé ton produit, que tu as tes feedbacks utilisateurs, que tu sais sur quoi tu dois bosser, c'est parti. Faut se lancer, tu pars sur d'autres marchés. Et là, du coup, ton scaling de base qui était de 1 pour 1000, bah, en gros, il vient du 1000 pour 100 000 et tu scales comme ça, tu vois. Mais il faut voir déjà grand de base parce que si jamais le pire truc, c'est de ne pas délivrer. Vaut mieux délivrer quelque chose d'approximatif et de dire que tu vas te rattraper plutôt que de ne rien délivrer, tu vois. Les mecs qui Mhm. passent leur temps, et ça, tu vois, c'est de la procrastination de base, mais les mecs qui passent leur temps à dire non, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive, nan, 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 et qui le lancent jamais, bah en fait, ils lanceront jamais, bah, point barre, tu vois. Alors qu'au pire, tu lances un truc, bon, ok, t'as eu des retours, etc., mais t'es déjà sizé pour, et tu peux prendre 100 000 utilisateurs, bah tant mieux, tu vois, vas-y, go, lance-toi et on verra plus tard, tu vois. Et ça, c'est le truc le plus important, tu vois. Le scaling, il faut l'avoir en tête dès le début. Ok. Tu es le genre de personne à lancer un projet et ensuite de passer au suivant, mais de lancer plusieurs petits projets en même temps? Moi, je suis vraiment l'idiot de base, mais en vrai, je lance 14, là, on a 14 projets en cours, tu vois. Genre, typiquement, on n'a pas de sommeil, 14 projets, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, le principe chez nous, c'est de dire s'il y a une idée, on doit investir dessus, tu vois. C'est le moment, là, on est en 2023-2024, on n'a pas le temps de se dire, de se poser des questions, etc. Faut y aller, faut se lancer. C'est plus aussi facile qu'avant, mais par contre, on a d'autres choses, d'autres opportunités qui sont à mettre en place. Donc, non, non,
Si moi j'ai déjà 3 projets et que j'en ai un quatrième en tête et que le quatrième est incroyable, moi, je vais dessus direct et on en rajoute un de plus, tu vois. Et peut-être que la semaine après, j'en aurai un cinquième. Toutes les semaines, on a des idées, tu vois. Et des idées, il y en a partout. Donc non, il faut se lancer, tu vois. Après, t'en lances plein. En fait, à un moment, t'aboutis sur un bon process, tu vois. Une fois que tu as un bon process en fait de base, une fois que tu es cadré, que tu peux le tanker justement avec cette petite vision entre guillemets Kanban, tu vois, enfin Kanban slash Gantt, où en gros tu segmentes par horizontal et par vertical, tu vas savoir en fait automatiquement si oui ou non tu as de la disponibilité en temps et en ressources, tu vois. Donc après, c'est quelles ressources humaines tu mets derrière, quelles ressources financières tu mets derrière, quelles ressources de sommeil tu mets derrière. Et en fait, tu vas essayer de, voilà, de faire sur ton tableau, de faire coulisser les projets. Tu vois, tu fais une matrice, en fait, c'est une matrice de projet, tu vois. Donc en fait, un projet qui est peu urgent et peu important, bah, en fait, il va reculer de place pour faire place au cas où un nouveau projet qui serait moyennement urgent et c'est important, tu vois. Et en fait, tu gères tout comme ça, un peu en dynamique avec les projets que tu as déjà et tu t'en lances en boucle, en fait, c'est comme ça, tu vois. Une fois que tu es une équipe qui est rodée, qui connaît tes process et où en fait les gens n'ont pas besoin de se parler, et c'est pour ça que je te dis que le recrutement, c'est quelque chose qui est vraiment super important dans une équipe. Tu vois, moi je bosse avec un dev plus un marketeur, un vrai plaisir, tu vois. Il y a une idée, ça se balance, il y a un mec qui a déjà l'idée marketing, le mec qui a déjà l'idée produit, le mec qui a déjà l'idée de comment le faire, tu vois. Et au moins ça s'enchaîne, tu vois. Donc non, faut justement, ouais, moi je dis jamais non. Jamais je refuse une opportunité, tu vois. Comment est-ce qu'on devient un Benjamin Bis? Avec beaucoup de café et peu de sommeil. Euh, non, en vrai, juste, je sais pas, en fait, j'ai trop la dalle, tu vois. Genre, ça fait trop longtemps que je me dis, genre, en mode que je recule les échéances et que je fais pas les choses. Là, je suis arrivé dans une année où juste j'enchaîne les trucs et je vois ce que ça donne. Je vais grailler n'importe quoi. Et en vrai, juste, faut avoir faim, tu vois. Faut avoir trop la dalle. Et tu refuses de rien. Tu vas sur toutes les plateformes, tu fais tout ce que tu peux. Moi, au début, j'ai commencé, je faisais n'importe quel projet, je prenais tout. Ensuite, j'ai réactivé mon réseau, je suis allé voir les mecs et faut pas hésiter, tu vois. Genre, il y a des mecs qui sont là, et tu les penses inaccessibles. Moi, je suis le premier à leur courir dessus, tu vois. Je fais une table avec mes clients, je vois qu'il y a un mec au bout de la table qui est potentiellement un client, et crois-moi qu'il va sortir pour prendre sa pause club, j'y vais aussi, tu vois. Je laisse pas une opportunité passer. Je laisse pas une seule opportunité passer. Et ça, je pense que c'est le truc le plus important, tu vois. C'est de rien lâcher, de dire oui à tout, tu vois. Et tant pis, on se reposera plus tard. Franchement, là, c'est vraiment le meilleur mot pour la fin. Merci à toi pour aujourd'hui. Bah, Où merci est-ce pour qu'on la. peut te retrouver sur les réseaux? Pardon? Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Arrobase Bensan 2-du-bas sur Twitter. Et sinon, ouais, j'ai à peu près que ça pour l'instant. Sinon, sur le Discord, vous pouvez venir, je suis là tous les jours sur le Colisée. Et puis voilà quoi. Mais sur Twitter, DM, je réponds tout le temps à tout le monde. En tout cas, j'essaye au maximum. Et bientôt, il y aura d'autres projets sur YouTube, sur machin. Mais pour l'instant, on reste tranquille sur Twitter. Pour l'instant, le projet sur Colisée, c'est quoi? Le Colisée, c'est le plus gros Discord. On va en faire le plus gros Discord français communautaire sur les SaaS, le SMMA, globalement le marketing, le sales. C'est un énorme colisée, enfin c'est un énorme colisée en vrai de vrai, tu vois. On est 1700, un peu plus de 1700 maintenant dedans. Et le but c'est de faire step up des mecs et de leur faire monter leur agence autant que la nôtre. Et du coup, on est tous les jours en dessus. Il y a des lives 3 fois par semaine dessus. On a un intervenant de fou. Voilà, il se passe plein de choses dessus. Donc, et surtout, tout le monde est ultra disponible. Et là, pratiquement H24. Donc, en vrai, il ne faut pas hésiter à venir parler si besoin. Ok, dans tous les cas, je mettrai le lien en description pour toutes les personnes qui voudraient rejoindre le Colisée et aussi te suivre sur Twitter. Merci énormément pour ton temps. Dans tous les cas, on fera une mise à jour d'ici 6-7 mois pour voir ton évolution, pour voir ce que tu as fait durant ces 6-7 mois. Et voilà, dans tous les cas, on reste en contact. Et merci énormément pour aujourd'hui, encore une fois. Ah, merci à toi et puis bah, passe une bonne journée. Merci à toi aussi. Salut. Salut. Du coup, les gars, voilà, c'était l'interview de Benson sur Twitter. N'hésitez pas à le follow sur Twitter et aussi à rejoindre son Discord, le Colisée. Je mettrai tout ça en description. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à laisser un commentaire. Et on se retrouve pour un prochain podcast. À très bientôt. Salut.